cette idée qui est complètement obsolète, qui vise à essayer de déterminer, j'allais dire, un Hamas qui est aux franges de la population, qui n'a pas de soutien populaire ni à Gaza et encore moins en Judée-Samarie, c'est une fable, et c'est une fable qui est portée par les États occidentaux qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur pseudo-solution à deux États qui ne sauraient voir le jour. Nous sommes en ligne avec Raphaël Hamzallah. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, on voulait faire le point un peu sur l'actualité avec vous, à la fois politique et sécuritaire, mais voilà, l'actualité nous rattrape. Votre réaction à cet attentat, comment vous l'interprétez ? L'interprétation, enfin des attentats, malheureusement, on en a quasiment tous les 2 jours. Alors bien sûr, parfois ils sont déjoués, bien sûr, parfois on arrive à limiter la casse et limiter les dégâts, mais on combat aujourd'hui sur 4 fronts. On combat à Gaza, on combat dans le nord, on combat sur ce qu'on appelle le front lointain avec ce qui se passe en Syrie, en Iran, bien évidemment, d'après ce qui est développé dans la presse étrangère, mais on combat aussi dans le centre du pays. En Judée-Samarie, et c'est quelque chose qui fait partie de ce conflit, qui est un conflit très large et dont on rencontre dans cette guerre-là les racines profondes. Les racines profondes, c'est une guerre de religion. C'est une guerre qui est portée par une volonté d'éradiquer le peuple juif sur sa terre, et je pense que la capacité de l'ennemi de venir attaquer la route numéro 1, elle s'appelle pas route numéro 1 pour rien, c'est l'axe principal, peut-être un des axes les plus utilisés du pays, montre que on a encore beaucoup à faire aussi à l'intérieur. Oui, alors c'est ça, parce que quand on parle de l'éradication du Hamas, qui est l'un des objectifs de la guerre, ou on va dire l'objectif majeur de la guerre, eh bien, on parle du Hamas dans la bande de Gaza. Mais le Hamas, il faut le rappeler peut-être, on a tendance à l'oublier, il est omniprésent, y compris en Judée-Samarie, y compris dans Jérusalem. Il y a des quartiers qui sont des bastions du Hamas, hein. Je parle de Tzur Bacher, dans la partie est de Jérusalem, ou Jabal Moukaber. Il y a énormément de noyaux du Hamas qui sont plus ou moins endormis, mais qui peuvent se réveiller très rapidement, surtout en cette période du Ramadan, n'est-ce pas ? Absolument. D'abord, il faut comprendre que, on le dit et on le répétera jamais assez, sur les seules élections qui ont eu lieu sur l'autorité palestinienne, elles ont eu lieu en 2006, et le Hamas a gagné les élections et en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Et c'est les technocrates et l'équipe de Mahmoud Abbas qui ont effectué un putsch, un coup d'État pour garder le pouvoir dans les deux endroits d'ailleurs. Ils se sont simplement fait renverser dans la bande de Gaza et ont préservé le pouvoir en Judée-Samarie. Deuxième point, on rappelle que un sondage fait par l'université de Birzeit au lendemain du 7 octobre, donc après le massacre du 7 octobre, disait que la cote du Hamas avait augmenté. 70% des Palestiniens disaient que la cote du Hamas avait augmenté. C'est un sondage qui a été effectué en Judée-Samarie, et presque 65% étaient favorables à ce qui s'était dit, à ce qui s'était fait et à ce qui s'était passé. Donc cette idée qui est complètement obsolète, qui vise à essayer de déterminer, j'allais dire, un Hamas qui est aux franges de la population, qui n'a pas de soutien populaire ni à Gaza et encore moins en Judée-Samarie, c'est une fable, et c'est une fable qui est portée par les États occidentaux qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur pseudo-solution à deux États qui ne sauraient voir le jour, surtout au lendemain d'un vote où près de 100 députés du Parlement israélien s'oppose à la création d'un État palestinien. Alors bien sûr, comme mesure unilatérale, mais ça veut dire quelque chose. On sait tous deux, Daniel, que dans les années 90, ce qu'on a appelé les années d'Oslo, jamais on n'aurait eu un tel chiffre à la Knesset, jamais on n'aurait eu un tel vote à la Knesset. Et j'ajoute, les Arabes israéliens, notamment Raham, donc le parti islamiste israélien, membre des Frères musulmans. Ce matin, le journaliste excellent d'ailleurs, Groner, dévoile une vidéo dans laquelle on voit un des chefs spirituel de ce mouvement-là lors d'un rassemblement, prôner le djihad, prôner, et je cite, les tunnels de Gaza qui vont nous ramener vers Al-Aqsa.
Donc il y a vraiment quelque chose qui est complexe et on y fait face. Alors justement, voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites parce que effectivement, on en a parlé cette semaine. On a critiqué Itamar Ben-Gvir pour son intention de limiter la présence d'Arabes israéliens sur le mont du Temple pendant les prières du Ramadan, en donnant seulement aux Arabes israéliens de plus de 40 ans la possibilité de se rendre sur le mont du Temple. C'est une critique qui a été avancée parce qu'effectivement, il faut bien l'avouer, les Arabes israéliens, on va dire, n'ont pas rebondi sur l'attentat sur les atrocités du 7 octobre et se sont tenus relativement tranquilles et sont restés relativement sereins sans manifester comme cela s'est produit au moment de l'opération Gardien du Mur il y a de cela 3 ans. Finalement, comment réagir par rapport à cela? D'un côté, vous dites, on a ces informations, de l'autre côté, vous donnez cette déclaration d'un des responsables du mouvement islamiste, et on sait également que l'autre branche, la branche radicale du mouvement islamiste, celle qui a été dirigée pendant de longues années par Raed Salah, qui était l'un des principaux incitateurs sur le mont du Temple en cette période du Ramadan. Comment on doit appréhender ce dossier des Arabes israéliens aujourd'hui face à ce qui s'est passé le 7 octobre, face à ce qui va se passer au moment du Ramadan? Bon, d'abord en comprenant qu'il s'agit d'un dossier qui est un dossier complexe. Il y a des Arabes israéliens. Donc d'abord, la non-réponse et la non-réaction des Arabes israéliens au lendemain du 7 octobre, à mon avis, elle est due à plusieurs choses. Si vous voulez, les Arabes israéliens, on peut, et bien évidemment, il faut schématiser ici, les séparer en trois parties. Vous avez cette partie-là qui est complètement favorable aux valeurs, on va appeler ça aux valeurs occidentales, et qui est complètement intégrée dans la société israélienne et qui respecte la société israélienne et qui même s'identifie comme israélien. Ça va être des gens comme Youssef Haddad, ça va être des gens comme énormément de personnes qu'on rencontre nous au quotidien dans notre vie comme Israéliens, qui sont Israéliens comme nous et qui ont cette identité israélienne qu'ils partagent avec nous. On va les rencontrer aussi dans les rangs de Tzahal et comme bénévoles, hein, ils n'ont pas l'obligation de le faire, mais au quotidien. Puis vous avez cette frange islamiste, extrémiste, et malheureusement 90% voire 100% des représentants de cette population arabe à la Knesset appartient à la frange extrémiste, et c'est bien le problème de représentation. Et au milieu, vous avez ce qu'on va appeler la masse qui a pas encore tout à fait décidé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est transversal sur ces trois populations, c'est qu'ils vivent au sein de la population israélienne et qu'ils comprennent l'ADN israélien. Et il n'y a aucune personne qui vit réellement au quotidien en Israël qui n'a pas compris au 7 octobre, dès que les chiffres et les horreurs et les atrocités ont commencé à filtrer, tous ont compris où ça allait aller. Et toute personne qui vit en Israël a compris ce qu'a dit le Premier ministre déjà à 11h du matin. C'est pas une opération, c'est pas quelque chose, c'est une guerre. C'est une guerre, il va falloir aller au bout, et ça va durer très longtemps. Il a dit déjà à 11h du matin, c'est-à-dire que pour les Israéliens, c'était clair qu'on était dans un game changer, qu'on changeait la donne, et je pense que en cela, les Arabes israéliens qui parlent hébreu et qui comprennent l'hébreu ont compris où ça allait, et c'est peut-être la raison de leur retenue, en tout cas pour cette frange qui aurait voulu... Ils ont eu peur, vous dites qu'ils ont eu peur. Et se joindre justement au Hamas par des manifestations violentes comme on a pu le voir lors de Shomer Homot. Et donc vous dites que les Arabes israéliens, ou en tout cas une partie des Arabes israéliens, ont eu peur tout simplement de prendre position aux côtés du Hamas? Mais c'est quelque chose qui est évident. D'ailleurs, on l'a vu, vous parliez de Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, très tôt, a instruit la police de commencer à chasser, et ça a été fait, les Arabes israéliens qui supportaient le terrorisme sur les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans en Israël, depuis le début des réseaux sociaux, depuis Facebook, ce genre d'article avec telle ou telle personnalité ou pseudo-personnalité arabe israélienne qui supporte le terrorisme. Ça ne cessait d'être repris, et ça n'a jamais abouti à aucune démarche juridique, quasiment. Et là, ça a changé. Ça a changé parce que le 7 octobre, ça a été un game changer, je le répète. Alors, et donc, l'arabe israélien, au final,
il se laisse aller, lorsqu'on le laisse aussi, parce qu'on a laissé ce terrain-là, on a laissé l'autorité palestinienne payer des allocations, des sommes d'argent incroyables et des allocations au litre de sang juif versé. On a laissé cette autorité palestinienne éduquer au terrorisme. On a laissé le Hamas grandir et grossir, mais on a laissé aussi les représentants politiques de cette population, qui représente cette population, être fondamentalement antisémite, tout en restant député, nonobstant la loi, l'alinéa 7A qui dit que les personnes qui s'opposent à l'État d'Israël comme État juif et démocratique n'ont pas leur place au Parlement israélien. Tout ça, on l'a laissé faire. D'accord. Alors je voudrais... Grâce à Yair Lapid, Ofer Kassif, la personnalité la plus antisémite de cette Knesset, à moitié juif en plus, va rester député. Quelle honte. Alors je voudrais justement revenir avec vous sur ce que l'on appelle couramment l'après-guerre, parce que peut-être qu'on s'y achemine peu à peu, et on voit Binyamin Netanyahou qui n'a pas l'intention de démissionner, on le voit très clairement, on le voit comme s'il se présentait comme étant l'ultime rempart face à la possibilité d'un État palestinien qui serait imposé par la communauté internationale, les Américains en tête. Vous ne pensez pas que finalement il y a quelque chose de gênant de par le fait que le Premier ministre, d'une manière ou d'une autre, qui a été Premier ministre le 7 octobre, eh bien, n'endosse pas une forme de responsabilité quelconque dans ce qui s'est passé le 7 octobre et qui continue à mener les affaires de l'État, un problème de confiance par rapport à l'ensemble de la population et qui se reflète, on va le dire, dans les sondages, parce que vous décrivez effectivement, on voit 99 députés israéliens qui votent contre la reconnaissance d'un État palestinien, mais dans les sondages aujourd'hui, ça ne se traduit pas du tout, puisque on peut dire que la droite et la droite plus sioniste religieuse, elle n'est pas au pouvoir s'il devait y avoir des élections aujourd'hui. Alors Daniel, moi je sais pas de quoi vous parlez, de quoi tu parles, parce que lorsque je suis les sondages, moi je suis les sondages de Momo Filbert. Parce que imaginez qu'il y a 15 mandats qui seraient partis du Likoud pour aller chez Gantz, c'est ne rien comprendre à rien. Ne rien comprendre à l'électeur, ne rien comprendre à la droite israélienne, ne rien comprendre à tous ces instituts de sondage qui avaient donné 19 mandats à Naftali Bennett et qui depuis 6 élections se trompent et n'ont pas donné une minute la possibilité d'un gouvernement de droite lors des dernières élections. Le seul qui l'a fait, c'est Momo Filbert, c'est la 14, c'est Direct Pulse de Momo Filbert. Donc, chez Momo Filbert, le bloc de Netanyahou, il est à 58-59. Donc on est exactement au même endroit où on l'était 2 semaines avant les élections. Maintenant, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'après l'intifada, la population israélienne, dans son ensemble, est partie vers la droite. Après le 7 octobre, la population israélienne va aller à droite. Ce qu'on ne peut pas voir en plein milieu d'un conflit, c'est de savoir comment ça se traduit, comment ça se monétise, parce que nous ne sommes pas en période électorale. Les seuls qui essaient de pousser cette histoire, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, on lui a posé la question, parce que je suis bien évidemment ses conférences de presse, sur sa responsabilité. Il a endossé la responsabilité. Il a dit, bien évidemment, en étant à la tête de cet appareil, avec le rôle que j'ai, je partage cette responsabilité. Il l'a dit à plusieurs reprises. Mais il y a une campagne, c'est la même campagne, c'est les mêmes fonds, c'est les mêmes personnalités qui nous ont, qui ont créé la zizanie et la scission et qui ont mis Tsahal malheureusement au centre de tout cela pendant l'année qui a précédé le 7 octobre, qui reprennent leurs affiches et leurs images et leurs campagnes pour essayer de détruire ce qui se passe ici. Parce que la réalité, c'est quoi, Daniel? C'est pas cela. La réalité, c'est que vous avez un gouvernement extrêmement large. Le gouvernement de 64, c'était déjà pas mal, mais là, on a rajouté le Mahane Mamlarti, donc vous avez un gouvernement qui est extrêmement large, plus large qu'on en a eu sur peut-être les 30 dernières années, et il est stable. Personne ne menace ce gouvernement, comme par exemple le gouvernement Bennett-Lapid était menacé quasiment à chaque loi qu'ils essayaient de faire passer à la Knesset. Et Binyamin Netanyahou Netanyahou a basé des dizaines de lois sans aucun problème. Et aujourd'hui, Benny Gantz, ni d'ailleurs ses collaborateurs, ne disent vouloir quitter le gouvernement. Alors, faut arrêter avec cette crise de leadership qui n'existe pas. Il y a une crise de leadership parce que tout le monde est en crise. D'accord ? Après, on a décidé quelque chose. On a décidé qu'on allait faire les comptes.
c'est à la fin du à la fin du bal, à la fin de la guerre, on va se poser et tout ça, ça va sortir. On va pas pouvoir, personne ne va pouvoir se cacher. La part de responsabilité de Benjamin Netanyahou, elle doit être analysée, elle doit être mise au grand jour. Mais grand Dieu, pas en plein milieu d'un conflit qui est un conflit régional. C'est la dernière des choses dont on a besoin aujourd'hui, d'aller vers des élections, d'aller vers quelque chose qui va encore plus nous déchirer, d'aller vers quelque chose qui va nous affaiblir. C'est pas pour rien que toutes ces manifestations-là, elles sont reprises sur la chaîne du Hezbollah, sur les médias de Al Jazeera et chez nos ennemis. Il faut arrêter, c'est de la folie. On n'a pas répondu à la question concernant Benjamin Netanyahou, mais ça, on aura le temps de répondre puisqu'on a le sentiment, comme je vous le disais, qu'il n'a pas l'intention de démissionner dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Mais ce serait irresponsable, Daniel. S'il démissionnait maintenant, ce serait irresponsable. On a besoin qu'il reste à sa place, comme on n'a pas demandé au général de la région sud, qui est le premier responsable, d'après tout le monde, lui-même d'ailleurs aussi le dit, de partir, parce qu'on peut pas. C'est notre général qui mène la guerre aujourd'hui. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui. Merci beaucoup, Raphaël Hamzalag, d'avoir été avec nous ce matin dans cette petite matinée mouvementée autour de cet attentat près de Maléadoumi. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.